la première fois d'entendre. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Directement, je suis allée chercher sur Google le cas que j'ai compris que non, c'était. See me shining now. See me glowing now. Yeah, I shine for the world to see. Hello! Bonjour Step Out. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes là pour continuer cette série de témoignages que nous avons commencé. Si vous n'avez pas encore suivi la première vidéo du témoignage de la mort à la vie avec Maman Rosie où elle a parlé du témoignage de son mari. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais laisser ma soeur se présenter. Je m'appelle Eri Matabaro. Comme elle a dit, je suis sa sœur. Je suis là pour raconter mon témoignage. Moi, c'est maman Cécile Matabaro. Je suis la mère d'Olivia et de Eri. Je suis là aussi parce que j'ai vécu ce même témoignage. Donc, on va tous découvrir. Donc, je commence. La maladie a commencé en 2020. En 2020, j'étais en terminale, donc à ma dernière année, je devais passer le bac. C'était au mois de février, si je ne me trompe pas. Alors, comment ça a commencé? Ça a vraiment commencé de façon très banale, de façon à ce que je ne pouvais même pas m'imaginer me retrouver dans les urgences. Donc, ça a commencé avec des maux de tête. J'étais en classe, je me rappelle, et j'avais cours ce jour-là. Et j'ai commencé à avoir des maux de tête, j'ai commencé à avoir des vertiges. Alors pour moi, vu que j'avais souvent des malaises, c'était quand même fréquent à un moment. Donc pour moi, je me disais que c'était juste quelque chose qui allait passer. J'allais juste prendre un médicament et puis ça allait passer. Donc j'ai eu des maux de tête, je suis allée dire à mon prof que je me sentais mal, je devais rentrer. Alors je suis rentrée, j'ai dit à maman que « Maman, je me sens pas bien, si on peut aller à l'hôpital et tout. » Alors on est allé à l'hôpital. Et la première fois quand je suis allée, c'était la première fois que je parte à l'hôpital pour ce cas. Et quand on est arrivé à l'hôpital, on m'a consulté et le docteur me dit que non, c'était un début de malaria. Et qu'il fallait juste prendre 2-3 comprimés et ça allait passer. Donc, on s'est dit que c'est rien de grave. Alors, on est rentré, j'ai commencé ma cure de malaria. Et je tiens à préciser que quand ça a commencé, c'était un jeudi. C'était un jeudi, donc je devais commencer ma cure pendant juste 3 jours et reprendre les cours le lendemain. Enfin, pour moi, je devais juste prendre les médicaments et puis partir à l'école le lendemain. Et le lendemain, je me suis réveillée. J'avais toujours des maux de tête et c'était des maux de tête très violents. Je me disais, bon, peut-être que c'est la fatigue, la malaria continue, donc que je devais continuer à prendre les médicaments. Vu que c'était la fin de la semaine, en fait. C'était jeudi, donc je me dis, je prends le week-end. Comme ça, le lundi, je reprends les cours normalement en bonne santé. Alors, j'ai pris le week-end, j'ai continué à prendre mes médicaments, mais ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait vraiment pas le vendredi. Le samedi matin, quand j'ai continué la cure, je me sentais un peu mieux. Je pouvais marcher, je me rappelle, j'étais même allée à l'église pour la répétition. Pour moi, logiquement, je devais reprendre les cours le lundi. Alors le dimanche, je suis allée au culte, j'ai même chanté, je me rappelle. Après le culte, j'ai commencé, c'est là que les vertiges ont commencé. Ce moment-là, c'était pas vraiment très violent. Alors je suis vite rentrée après le culte et je me suis allongée. Et jusque-là, je considérais vraiment pas que la chose était grave. Reposée parce que pour moi, c'était un mélange de fatigue, de chaleur parce qu'au Niger, il fait très chaud. Alors je suis rentrée, je me reposais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, genre quand tu dors, tu as mal à la tête, mais tu as l'impression en fait que non seulement le monde tourne autour de toi et on te tape, genre c'est comme si quelqu'un te tapait un marteau dans la... Enfin, on te donne des coups sur la tête en fait. Donc rien ne s'améliorait, ni les médicaments ne changeaient quelque chose, ni le sommeil, ni le repos, rien du tout. Je buvais de l'eau, rien ne s'améliorait. Alors, j'ai dit à maman, j'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, ça va pas. Ça, c'est dimanche. Le dimanche après-midi. Je lui ai dit que ça n'allait pas. Et après, je crois les après-midi, maman a appelé le pasteur et sa femme. Alors, ils ont prié pour moi et je suis allée me reposer encore. Et c'est ce soir-là que les nausées sont venues s'ajouter. Donc, je n'avais pas que des vertiges, je vomissais tout. J'avais des nausées
extrême. C'était ma première fois d'expérimenter ça. La situation ne faisait que s'empirer en fait. À tel point que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, le lundi où j'étais supposée être en classe, j'avais des vertiges, je n'arrivais même pas à marcher, tellement que c'était très violent. C'était très violent. Je suis allée à l'école. Depuis le jeudi là, vendredi non plus, tu n'étais pas allée à l'école. Non. Et tu étais en terminale en train de préparer ton bac. Donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Eri a dit, quand elle m'appelle, elle me dit qu'en tout cas, elle n'arrive pas même à se lever. Ma réaction, c'était que, étant maman, de fois, nous avons des diagnostics que nous faisons nous-mêmes à partir d'une malaise qu'un enfant, oui, que l'enfant présente. On se dit, ah, j'ai même dit à Eri, non, ça doit être beaucoup de sang ou bien manque de sang. Je suis allée vite, j'ai fait le mélange de lait, œuf et coca et la pâte de tomate purée en concentré. Je fais le mélange, je dis sûrement qu'il y a manque de sang. Quand elle a pris ça, en tout cas, elle a dit non, 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 non. Elle a encore renvoyé ça. Non, non, maman, je n'arrive pas. J'ai dit, ok, comme c'est la malaria, il y a un légume là chez nous. La période où on fait la malaria, quand on prend, ça remonte un peu l'appétit, on peut avoir l'appétit. Je suis allée, je l'ai fait vite quelque chose, oui, le ngaïngaï. Je lui ai fait vite, vite, je lui ai amené. Donc, rien que l'odeur. Rien que l'odeur, non, 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 enlève ça, je n'arrive pas. J'ai tout enlevé. Et le lundi, là, donc avec tout ça, je me dis non, non. C'est comme ça ne va pas. Elle n'arrivait pas à se lever. En tout cas, on rentre chez le médecin. Alors, elle a fait les examens. Quand elle a fait les examens, elle me dit non, madame. En tout cas, je pense que il faut que vous alliez faire le scanner. Il y a un problème au niveau de la tête. Je la regarde, je dis, un scanner? Au niveau de la tête, il y a un problème. Elle dit, oui, madame, bon, je suis en train de supposer seulement, mais je crois, avec tout ce qu'on a eu à donner et à voir, comme ça ne s'améliore pas, nous aimerions que vous alliez faire beaucoup plus ample d'examens, oui, de scanner, pour voir un peu au niveau de la tête. Elle a parlé au niveau de la tête. Ça m'a un peu inquiété, mais je me dis, bon, de toutes les façons, ce n'est pas un problème. Et le lendemain, qu'on est allé dans un grand hôpital, oui, oui. Pour faire le scanner. Pour faire le scanner. Bon, même là, quand on allait, on se disait que bon, on arrive, on va ausculter, Eri, et puis bon, on va nous demander de rentrer. On va vous donner des médicaments et puis oh, ça oui, va et aller. puis on rentre. On arrive. Elle était appuyée sur moi, on nous a mis directement aux urgences. L'urgentiste me dira que non, madame, on fait seulement on donne ce produit et puis le soir vous allez rentrer. Ok, moi j'étais soulagée. Ok, on va rentrer. Le soir arrivé, imaginez, on était là depuis le matin. On a donné seulement les perfusions. On a dit c'était pour calmer les maux de tête. Mais l'enfant continue toujours à se plaindre des maux de tête. Eri continue toujours à se plaindre. Et puis le soir, vers les après-midi, il commençait à faire soir. Puis je dirais au médecin, mais maintenant on peut partir. Elle dit non madame, la séance n'est pas encore finie. En tout cas, nous pensons que on va vous retenir et on va vous chercher aussi une chambre parce que vous n'allez pas rester aux urgences. Que nous devons continuer maintenant à chercher un peu ce qui ne va pas. Approfondir les examens. Parce que jusque-là, ils n'avaient toujours rien trouvé. Wow. Et là, c'était mardi. Oui, c'est le mardi qu'on est parti. Oui, c'est le mardi. Et jusque mardi soir. Et on nous donnera aussi une chambre. Elle a été internée. L'hospitalisation a commencé comme ça. Comme ça. Donc, on pensait que c'était pour un jour, mais les jours avant, à 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à ce qu'on a fait 10 jours hospitalisés. Wow. C'est ça. J'aimerais souligner que ça a commencé par des maux de tête, des simples maux de tête. Qu'elle se disait que ça va aller, je vais prendre quelque chose, un calmant, et puis ça va finir. Et c'est arrivé jusqu'à l'hôpital. Pour dire que la vie, le lendemain ne nous appartient pas. On peut faire des projets, on peut dire que je vais faire ceci demain, mais on ne sait pas. Donc c'est Dieu qui est le maître. C'est à nous de se soumettre à Dieu. À ce moment-là, je vais ajouter, je suis restée avec elle à l'hôpital. Les médecins font des tours de salle le matin. Alors je vois tout en groupe, une équipe des médecins qui viennent. Là, ils étaient au moins 4 à 5 médecins qui sont venus. Ils ont regardé, ils ont essayé de parler avec Eri. Ils ont essayé de faire un peu quelques exercices avec elle. Il y a des exercices de marche. Oui.
et appuyer un peu son pied, hein, donc le bas du pied là, si elle sentait une sensation, ou bien de soulever un peu. Donc on lui a fait faire quelques exercices pour voir un peu ce qui n'allait pas. Ils ont prescrit des médicaments, il y avait beaucoup de produits qu'on devait administrer avec des piqûres et des produits qu'elle devait aussi avaler, hein, donc à voie orale, oui. Et donc, il faisait des injections. Des injections, voilà. Est-ce qu'on a transfusé aussi? Non. Il n'y avait pas de problème de transfusion. Okay. Et en tout cas, pour manger, elle ne mangeait pas. Elle n'avait pas d'appétit. C'est à peine peut-être un petit fruit qu'elle mange. Donc on lui demande, on insiste, mais elle n'avait pas d'appétit. C'est ce niveau-là que je peux laisser Eric continuer. Et pendant ce temps, j'aimerais souligner qu'on ne savait pas c'était quoi la maladie. C'est pourquoi on nous avait internés pendant tout ce temps. Et je dirais que dans toute cette histoire, il y avait ce que moi j'ai vécu, ce que les parents aussi ont vécu de leur côté, parce que je dirais que ils étaient plus conscients de la maladie, parce que moi j'étais pas au courant. Enfin, quand les résultats étaient sortis, ils étaient plus conscients, enfin ils savaient ce que c'était, mais moi je ne l'étais pas. Alors comment moi j'ai vécu ces 10 jours à l'hôpital. Moi personnellement, je me sentais très mal. Je pense que ça se voyait même. Oui. Toujours avec mes problèmes de vision, je n'arrivais pas à regarder les gens en face. J'avais pas d'appétit. J'étais surtout inquiète parce que, comme je l'ai dit au début, j'étais dans mon année, je devais passer le bac. J'étais en terminale. Je ratais beaucoup les cours, je ratais les examens. Pendant ce temps, mes camarades, ils avaient une longueur d'avance. Et moi, j'étais là sur un lit d'hôpital, ne sachant pas qu'est-ce qui se passait, et ça m'inquiétait beaucoup. Alors, pendant ce temps, avant d'avoir les résultats d'abord, un jour, comme maman l'a dit, il y a eu un groupe de docteurs qui sont entrés dans ma chambre, et parmi ces docteurs, il y avait une neurologue. Et quand elle s'est présentée à moi, quand elle m'a dit qu'elle s'appelait, je m'appelle Dr Awa, que je salue si elle va voir la vidéo, Dr Awa, et je suis neurologue. Quand elle m'a dit le mot neurologue, enfin ça m'a étonnée, ça m'a un peu tiqué, parce que je me suis dit, comment ça une neurologue? Parce que pour moi c'était juste un truc de médecin généraliste, de malaria, donc c'est vraiment un médecin généraliste, pas une neurologue dans ma chambre. Alors quand elle se présente à moi, c'est là que je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne connaissais pas la maladie jusque-là. Alors elle se met à me poser des questions, comment tu vas, quelles ont été tes dernières activités ces derniers mois, comment se passe ton année de terminale, est-ce que tu te sens stressée, comment ça commence. Donc je lui ai vraiment raconté, et c'est là qu'elle appelle les parents, genre juste après la consultation, elle appelle les parents à l'extérieur, c'est ça, non? Mon mari, son père. Et puis il y avait aussi un médecin qui est frère aussi de notre église, avec lequel on priait. Donc étant médecin, il les a appelés tous deux dans le bureau. Les deux hommes sont allés. Donc la neurologue a appelé les hommes pour parler avec eux. Alors donc elle a appelé papa pour lui parler de la maladie. Enfin, quand ils ont fini de parler, je crois qu'à un moment, maman est sortie avec maman Marceline. Ils sont sortis pour rencontrer papa Jean. Et c'est en ce moment-là que papa est rentré dans ma chambre pour prier. Donc, maman Marceline et papa Jean, c'est un couple qui accompagnait... Oui, un couple ami, couple de l'église. Comme Eric est en train de dire, donc quand ils sont sortis du bureau de la neurologue, ils sont venus, papa Jean et mon mari, sont venus là où j'étais avec maman Marceline. Ils m'ont dit ce que le neurologue a trouvé. Il a dit que non, en tout cas, c'est un sérieux cas. On a dû faire les examens, on a compris que c'est au niveau des nerfs, donc c'est le cerveau, au niveau du cerveau, les nerfs qui sont atteints. Et vraiment, c'est un cas très sérieux. Et il n'y a pas moyen d'intervenir parce que de peur que en intervenant, l'enfant, si ça ne réussit pas, l'enfant devient... Donc la vie de l'enfant est bousillée. Elle sera comme quelqu'un qui ne réfléchira plus, il aura un problème mental. Et quand ils ont parlé, mon mari nous a laissés là, il est vite rentré dans la chambre. Moi je suis resté là, en tout cas j'ai fondu en larmes. J'ai dit, je vois d'abord Eric qui est en dernière année. Si jeune.
si jeune, une situation qui commence brusquement et un cas de tête. J'ai fondu en larmes. Le médecin qui est Papa Jean qui me disait, non, maman Cécile, ça c'est le médecin qui dit. Il faut qu'on essaie de voir un peu dans les profondeurs ce qu'il y a. Il ne faut pas mettre ça dans le cœur. J'ai dit non, en tout cas. C'est alors maintenant ce qui se passe dans la chambre, moi je ne suis pas au courant. Maintenant je laisse à Eri décider. Alors à un moment, papa est rentré dans la chambre et je le vois entrer, il se met à côté de moi parce que j'étais allongée sur le lit de l'hôpital. Il se met à côté de moi, il se met à prier. Quelques minutes après, il se relève et parce qu'il y avait une pièce juste à côté de ma chambre. Alors il se retire dans cette pièce-là et je l'entends prier, parler. Il priait vraiment, je l'entendais. Et quand il entre dans ma chambre, je le vois sourire. Oh, ok. Enfin, moi je le regardais, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Et il me dit vraiment tout droit dans les yeux, tu es guéri. Wow. Je n'étais pas encore au courant de la maladie. Mais directement il me dit, tu es guéri, il n'y a rien. Il dit ok, d'accord. Oh, wow. Et puis, alors quand il est entré dans la chambre, il a dit à la fille que tu es guérie. C'est alors que dans la chambre, il y avait la femme de notre pasteur et notre pasteur qui était à l'intérieur. La femme du pasteur maintenant est sortie vite pour venir me rencontrer. Là, j'étais dehors. Alors, elle me dira, maman Cécile, viens voir Eri. Viens voir Eri, elle sourit, viens voir. Et on est vite venu. Et je vous dis que quand je suis entré, Eri avait la difficulté de regarder en face comme ça. Donc quand elle parle avec toi, elle ne te regarde pas comme ça devant, en face. Mais elle regardait à côté, mais elle te parle. Mais quand je suis entré, j'ai vu Eri sourire et en me regardant en face. Et donc c'était instantanément, la chose a changé. Elle a souri et puis je ne sais pas comment elle sentait, mais ce que moi j'ai remarqué sur son visage, c'est que son visage, elle m'a regardé même en face. Et puis moi quand je suis entrée, elle me dit oui, elle m'a même regardé en face. Et puis on est resté à... En tout cas, quand papa m'a dit tu es guéri, je ne sais pas, ça a provoqué quelque chose en moi. J'ai directement souri. En tout cas, le premier réflexe que j'avais, c'était sourire. Chose qu'elle n'avait pas fait tout ce temps. Oui, elle était vraiment crispée. Elle avait un regard, pas triste, mais oui. Mais elle était, donc, elle était vraiment là. Ce que moi j'ai aimé avec Eri tout ce temps, quand les médecins venaient parce qu'il y avait des produits qu'elle devait avoir, des piqûres qu'elle devait avoir, en tout cas si c'est combien de fois. Et elle tendait son bras dernièrement, même 2 jours avant là. J'étais en train de dire, en tout cas, cette fille est forte. Elle ne résistait pas aux piqûres. Elle ne résistait pas aux piqûres. À partir de ce moment, il y a eu un petit soulagement quand même parce que ça avait affecté maman, ça avait affecté papa, ça va affecter mes soeurs et plus Eunice, ceux qui étaient avec moi en fait sur place, qui voyaient l'état dans lequel j'étais. Alors, bien qu'il y avait eu cette parole qui était sortie, comme quoi j'étais guérie, mais j'avais quand même des examens à faire. Je ne pouvais pas, ok, je suis guérie, je prends mes affaires, je sors, non. Et la neurologue me dit, tu as des piqûres, on doit te faire des piqûres, enfin tu peux sortir de l'hôpital, mais on doit te faire des injections chaque jour, tu dois prendre des médicaments. Et je tiens à préciser aussi, c'est un détail que je dois souligner, j'avais fait une radiographie, j'avais fait une radiographie du cerveau, et il y avait les résultats. Alors je me rappelle une fois, avant de sortir de l'hôpital, j'entre au bureau de la neurologue avec maman. C'est là que je la vois en train d'analyser le résultat de ma radiographie. Alors c'est là qu'elle me dit, tu sors de l'hôpital, mais tu dois prendre les médicaments. Et tu ne reprendras pas les cours 6 mois sans que moi, je ne t'ai donné l'autorisation. Je dois écrire une lettre, un mot, qui t'autorise à reprendre les cours. Il y avait une parole, maman, tu as dit. Alors, parole, quand mon mari avait prié, la parole Réma qu'il a reçue pour Eri, c'était dans le livre de Actes, le chapitre 27. Paul prisonnier, il devait être amené à Rome. Sur le chemin d'aller à Rome, il y a la tempête qui s'est levée. C'est le 22. On dit maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Donc le passage c'était aucun de vous ne périra. Eri ne périra. Donc il n'y aura personne qui mourra. Oui, c'est seulement le navire qui se perdra, mais il n'y aura pas mort d'homme. Alors, et
Donc, des petits détails qu'on peut soulever en passant. Ok. Quand je rentre à la maison, ça va paraître banal, mais pour nous, en tout cas pour moi, c'était un message. Je vais à la maison parce qu'il fallait prendre quelques habits pour elle, pour Eri, pour ramener à l'hôpital. Alors j'ai pris un t-shirt où on a écrit « No bad days ». Je dis à Eri, tu as vu ce qu'on a écrit sur le t-shirt? Oh, ça c'est un message. En tout cas, nous prenons ce message, donc il n'y aura pas de mauvais jours. Ok. Nous allons sortir d'ici, Eri, et nous allons rentrer à la maison. Tu vas guérir. Ok. Et ce que je veux souligner ici, c'est que il y a deux fois, nous allons dans des magasins, nous voyons un beau t-shirt, mais nous ne faisons pas attention à ce qui est écrit dessus. Il peut y avoir un message de malédiction qui est au-dessus, parce qu'on aime l'habit, on l'achète, non? Je veux aussi souligner que Dieu, quand on passe par des moments difficiles, Dieu nous parle. Hein. Oui. Tantôt d'une Tantôt manière, d'une tantôt d'une manière, autre. oui. C'est à nous maintenant de discerner. Oui. Et si on peut aller, on peut reculer en arrière. C'est que il y avait un frère qui était habitué à la maison. Un frère, c'était un stagiaire, pasteur stagiaire à l'église. Il s'appelle frère Joas. Et un dimanche, il passe, il me dit, ah maman, aujourd'hui je dormais, j'ai rêvé quelqu'un qui me dit, il faut prier pour Eri. Je dis, c'est un message qu'on t'a donné, hein. Ça doit être pour son bac. Ok. En tout cas, tu as le devoir. Donc, c'est un fardeau qu'on te donne de prier pour elle et pour son bac. Donc, il n'y avait vraiment pas d'idée de Et, maladie. oui, il n'y avait rien du tout. Et c'est quand seulement la situation est venue, je lui ai écrit, j'ai dit, tu sais, le rêve là que tu as fait, le Seigneur te prévenait de prier pour Eri parce qu'il savait qu'il y aura une situation qui arriverait. Et c'est ce cas, c'est ça. J'avais une jeune femme qui travaillait à la maison. Elle me dit, maman, tu sais que j'ai rêvé déjà à 2 reprises que Eri est morte. Je la regarde, je dis, mais tu as rêvé ça depuis quand? Elle dit, même pas avant le dernier rêve, c'est avant hier. Moi, j'ai dit, mais et l'autre là, oh maman, ici il y a longtemps, je suis allée même dire au pasteur, et puis on a prié, et moi j'avais peur de te dire cette fois-ci, parce que, et puis donc, on sent que, effectivement, c'était un combat. Dans le spirituel. Oui, dans le spirituel. Alors, jusque-là, on est toujours au Niger, et avant de quitter l'hôpital, j'ai su maintenant de quoi je souffrais. Quand je suis entrée dans le bureau de la neurologue avec maman, c'est là qu'elle m'explique que j'avais un problème au niveau de ma veine. Elle dit que j'avais une thrombophlébite cérébrale. Oh my god, c'était ma première fois d'entendre. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi en fait? Compliqué. Très compliqué. Directement, je suis allée chercher sur Google le tic qu'on a. J'ai cherché sur Google, c'était quoi? Exactement les symptômes que j'avais confirmé en fait la maladie. Les vertiges, les maux de tête, les nausées, troubles de vision, c'était vraiment ce que j'avais. Le sang qui s'est coagulé. Voilà. Donc ça empêchait la circulation dans le cerveau. Oui. Alors qu'il n'y avait aucun traumatisme auparavant. Elle n'a pas connu un choc, rien du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui tombe comme ça, qui vous tombe brusquement comme ça. Et quand j'apprends que j'ai une thrombophlébite, j'ai un problème dans mon cerveau, en pleine année de terminale, je passe le bac dans 3 mois, c'était 3 mois ou 2 mois je crois, j'ai commencé à paniquer. C'est là que tu as compris. C'est là que j'ai compris que non, c'était vraiment pas la grave. malaria. C'est pas la malaria. C'est pas la malaria, c'est pas des simples nausées, c'est une maladie dans le cerveau, ce cerveau qui m'aidait à réfléchir, vraiment travailler en fait. Comment se fait-il que ce cerveau est atteint? C'est là que j'ai commencé à paniquer. Je me rappelle, j'ai pleuré. C'est le jour où j'ai pleuré parce qu'avant je n'ai pas pleuré. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment à cette période? Et surtout qu'elle me disait que je devais prendre les médicaments pendant une année. Et même après les 1 année, c'était même pas sûr que la maladie allait disparaître. Donc c'était juste une approximation. Alors c'est là qu'on est sorti de l'hôpital. Aussi, avant de sortir de l'hôpital, il y a eu un docteur, le docteur des Nations Unies qui était passé me voir à l'hôpital pour me dire que, en tout cas à ce niveau, on ne peut pas traiter, dans le pays où j'étais, on ne pouvait pas traiter la maladie. Donc j'ai quitté l'hôpital, j'ai continué à prendre mes médicaments et je partais toujours pas à l'école parce que
j'avais pas toujours eu la permission de la neurologue. Yeah. En fait, c'était pendant une période où on faisait les démarches pour l'évacuation. Donc, je faisais rien de mes journées, je m'allongeais parce que j'étais fatiguée. Les médicaments avaient des effets sur moi. J'étais fatiguée, toujours à la maison. Je partais pas à l'école. Et ce que je voulais ajouter, c'est que avoir une église d'attache, vous sentez comment l'église, les membres de l'église vous soutiennent. Et nous avons senti le soutien du pasteur, de sa femme, des membres de l'église, les femmes, les hommes, les jeunes. On a été accompagnés, soutenus. On n'était pas seuls, mais dans la prière, ils étaient là. Et par la visite et par la prière, ils étaient là, auprès comme au loin. Oui. Avoir une église d'attache, c'est très important. Et ça fait une main d'association. On est soutenu et on est fort. Ça guérit aussi. Oui, et ça guérit. Maintenant, là, nous allons passer à la deuxième partie ou la deuxième séquence, l'évacuation au Maroc. Comment ça s'est passé? Ok. On a été reçu aussi par un neurologue pour confirmer le diagnostic qui a été trouvé à Niamey. C'est une jeune dame gentille, vraiment, et elle nous demande les clichés que nous avons amenés et nous lui donnons les clichés qu'elle regarde. Elle regarde les clichés, elle regarde la personne, elle dit, ce cliché, c'est à elle. Ou bien le malade. Ou bien le dans la malade. voiture. Est-ce que c'est pour elle? Elle me dit oui. Elle dit non. Non, les résultats ici avec une qui est assise ici et puis qui parle normalement comme c'est Pierre-Louis. Mais non. Oh, et puis là, c'est même avant qu'elle ne fasse des examens. Rien du tout. En me voyant. En la voyant. Mais, et puis, elle devait avoir les produits pendant une année. Mais non, là, c'était pas encore. Les résultats n'étaient pas. Parce que je devais faire une deuxième radiographie. Donc, elle avait encore les premiers résultats. Oui. Et elle me demande, tu prends les médicaments, quels sont les médicaments que tu prends? Alors, c'est là que je lui dis que voilà, je prends tel médicament, des anticoagulants. Après, elle me dit, ok, tu sais quoi, on va refaire tous les examens. Et tu arrêtes aussi avec ce médicament. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Donc, tu refais j'avais tellement d'examens à faire. Et c'est là qu'elle me dit que je devais refaire une radiographie, je devais, on devait rescanner encore mon cerveau pour voir, pour confirmer le résultat qu'elle avait en face. Et c'est là que c'était notre premier jour au Maroc, hein. C'était non, le deuxième. Donc, le deuxième. Non, c'est le deuxième jour qu'on est revenu là. Vous avez commencé avec la série d'examens qu'elle avait pris. Oui. Le lendemain, je suis allée la voir. Elle me dit, ok, tu dois faire tel examen, tel examen. C'était toute une liste d'examens. On devait être au Maroc pour une semaine, je pense. Une semaine. Et tellement il y en avait plein, elle me dit non, tu peux pas faire une semaine parce qu'il y a certains examens qui prennent du temps pour avoir les résultats. Donc, tu peux envisager de rentrer dans ton pays peut-être dans deux semaines. En fait, moi, dans ma tête, en ce moment-là, c'était je veux reprendre mes cours, je veux reprendre avec les classes. Et elle prolonge mon séjour, elle me dit non, tu dois rester encore pendant un long moment parce qu'on doit faire tous ces examens. J'ai fait le scanner, la radiographie. J'avais arrêté de prendre les médicaments. Oui, j'avais arrêté. Même elle m'avait donné un médicament contre les maux de tête qui avait continué. Qui calmait. Et chaque fois qu'on faisait les résultats, on lui a mené, il a dit bon, en tout cas, elle ne voit pas, pour ce résultat de cet examen, elle ne voit pas qu'est-ce qui peut amener à ce résultat qu'ils ont eu de l'autre côté. Ok, je vous amène chez le traumatologie. On est allé à traumatologie pour voir un peu si elle avait eu peut-être un choc là. On a fait faire des exercices, soulever les pieds, la jambe. Ok, on a envoyé les résultats. Et tout ça là, au final, la neurologue compare et dit... Aucun rapport. Wow. Donc elle a le cliché que j'avais eu au Maroc et celui que j'avais au Niger. Elle compare, elle me pose la question, mais elle me dit, ça fait combien de temps que tu prends tes médicaments? J'ai dit, moins de 2 semaines. Elle était troublée en fait. C'est pas le résultat qu'on doit avoir. C'est impossible. En fait, elle était sans mots. Tu comprends que c'est un truc que la science ne peut pas expliquer. Elle n'avait pas d'explication à me donner. Parce qu'à Niamey, on avait dit qu'elle devait prendre des médicaments pendant une année et qu'elle
Elle devait aussi, après une année, tu devais toujours vivre avec. Et puis, elle Parce dit... qu'on essayait de dissoudre la Voilà. coagulation Maintenant, le dans résultat cerveau. qu'elle reçoit, elle trouve que non, le résultat, c'est tout est OK. Yeah. Elle dit, mais Ça c'est n'a combien rien de à temps que voir. tu as fait? Non, 2 semaines. Elle dit, non, on ne peut pas avoir ce résultat. Elle a été guérie. La promesse du Seigneur, il n'y aura pas mort d'homme. En tout cas, c'est accompli. Yeah. Et c'est là que je me suis rappelée de la parole de Tu es papa guéri. quand il m'a regardé, il m'a dit tu Tu es es guéri. guéri. C'est là que je me suis rappelée, j'ai dit, oh je suis guérie. Amen. Et je me rappelle le mot qu'elle avait employé, elle me disait ta veine est clean, ta veine est propre, il n'y a rien. J'étais heureuse et puis elle nous dit, vous êtes Elle dit, venus- vous êtes venu faire du shopping. Madame, tourisme. prenez votre fille, faites du shopping. Allez. Je vous ajoute, vous voulez rentrer quand? Yeah. Alors, elle nous ajoute encore une semaine, vous allez faire du Ah, shopping. bien. Oui, Wow. avec nos clichés, j'appelle mon mari, on lui dit la nouvelle, elle dit donc c'était Oh, une non. joie. C'était vraiment une confirmation. C'était vraiment une C'est joie. là que- On a vraiment vécu la fidélité de Dieu. Oh, Et Est-ce que tu as senti quelque chose dans ton corps pour confirmer la guérison? Comment tu te sentais physiquement? Est-ce que tu avais toujours des vertiges? Tu n'arrivais pas à marcher? Tu étais en pleine forme? Je dirais qu'au Maroc, je n'avais plus de vertige. Mhm. En tout cas, la situation s'était beaucoup améliorée Améliorée, oui. depuis le jour où papa m'avait dit que j'étais guérie. oui, oui. Je me sentais mieux, mais j'avais quand même des petites petits, douleurs. oui. Fait des ça. médicaments Voilà. aussi. Yeah. Le Seigneur est merveilleux. Mhm. Une vie qu'on pensait qu'elle était perdue et retrouvée. C'est là qu'une autre étape commence encore. On t'avait prescrit des médicaments? La neurologue a donné l'ordre, dit tu ne prends plus rien. J'avais tout un paquet de médicaments. Elle me dit, tu arrêtes avec ça. Mhm. Tu prends ça juste, enfin le médicament pour les maux de tête, tu prends ça juste quand tu as des petits maux de tête, Mhm. mais sinon tu vas très bien. Elle était guérie. Et comme je l'ai dit, moi dans ma tête, mon seul souci c'était Allez, École. c'était aller à l'école. Donc pour moi, j'arrive, on était arrivé, je crois que c'était un mardi. Oui. Moi mercredi, je pars à l'école. Mon cher. Oui, parce que j'avais beaucoup raté. Je voulais me rattraper. Oui. Et quand j'arrive à l'école et tout, je parle à mon proviseur, je lui explique un peu qu'est-ce qui s'était passé. J'étais avec papa et maman. Alors le proviseur dit, ok, je suis contente de te revoir. J'attends même pas qu'il me permette d'entrer en classe directement, je sors de son bureau. Directement. Je me dirige dans ma classe et puis à un moment j'entends mon nom. On m'appelle, enfin tu peux pas reprendre les cours maintenant, tu dois faire encore 2 semaines à la maison. Parce que tu viens d'un pays Oui, atteint du coronavirus, Covid. donc tu dois être en En quarantaine. quarantaine pour 2 semaines. Oui. Ok. Et je me suis encore effondrée. En tout cas, c'était vraiment les périodes quand on me refusait l'accès en classe. Ça m'a beaucoup découragée. Le bac était dans 2 mois et j'avais 1 mois de cours à rattraper, même plus à Tu rattraper. as fait 2 semaines à la maison. Pendant ces 2 semaines, qu'est-ce que tu faisais? Pendant ces 2 semaines, tu sais quoi? En fait, j'étais pas la seule à faire les 2 semaines à la maison parce que quand on m'a dit de Tu rentrer, commences le mercredi. et, Oui. c'était le jeudi, je crois, ou le vendredi. Le vendredi. On annonce un confinement général. Général, Donc, ce toutes qui les fait que- écoles fermées. Donc, Oh. j'ai eu du temps à me rattraper, Voilà. rattraper mes cours et tout. Et quand je suis rentrée à l'école, j'étais plus forte. Et là, je me dis que pendant cette période-là, j'ai mieux compris les cours que j'avais. Genre, je n'ai jamais compris le cours comme à cette période-là. C'est comme si Dieu t'avait donné un nouveau J'ai cerveau. compris. Voilà. Oui, Voilà, oui. c'était un nouveau cerveau que j'avais. Et quand j'ai fait mon bac, De très bons Des résultats. très bons Avec mention. Ouais. Ma question est, toi-même, est-ce que tu avais reçu quelque chose de Dieu? avant que la maladie ne commence, j'ai été avertie par rapport à ça. Je crois à 2 reprises, mais je ne pensais pas que ça allait être une maladie. Et c'était un rêve, c'était 2 fois que j'ai fait pratiquement les mêmes rêves. Alors la première fois, c'était un rêve où je me voyais chez nous à la maison au Niger. Et j'étais en face de la porte qui donnait accès au salon. Et de l'autre côté de la porte, il y avait, je vais dire, un esprit méchant. C'était une personne en fait, quand tu le vois, tu vois que c'est une personne qui te veut du mal. Alors la personne voulait entrer, on était vraiment en face et la personne avait tendance à ouvrir la porte pour entrer. Et moi j'ai bloqué la porte. Cet esprit mauvais du coup s'est dirigé vers dans l'arrière. Quand je l'ai vu, je l'ai suivi genre dans la maison, j'ai couru pour aller fermer la porte de l'autre côté.
Alors à un moment, il y a eu une lutte entre cet esprit et moi. Donc moi, je fermais la porte pour que l'esprit n'entre pas. Et lui, de son côté, il essayait d'ouvrir la porte. Donc on luttait en fait. Donc à un moment, c'est moi qui avais la victoire sur lui. Et à un moment, c'est lui qui avait la victoire sur moi. Et finalement, il a poussé. Genre, j'ai perdu des forces et il a poussé la porte. Il est entré. Wow. Et quand il est entré, c'était vraiment ça. Je suis venue pour détruire ta vie. C'était ça le message. Mais je n'ai pas prêté attention à ça. C'est après. Oui, j'ai prié, j'ai raconté même à maman. Plus tard que C'est plus tard que j'ai raconté à maman. Et c'est après que je me suis rendu compte que cette histoire avait un lien avec la maladie. Et le deuxième rêve, c'est je voyais des gens me suivre avec des objets tranchants pour me tuer. Donc tout était lié à la mort. Et un troisième rêve, je viens de penser à ça, c'était après que je sois sortie de l'hôpital. Je me rappelle, je dormais dans la même chambre avec Eunice. Et je dormais avec elle parce que voilà, je sortais de l'hôpital. Et à un moment, je dors, je sens dans mon corps que j'étais en train de mourir. C'est comme si tu rêves, mais tu sens la réalité en fait dans ton corps. J'étais par terre, je perdais le parler. J'arrivais pas à parler. Et je sentais en fait dans mon corps, physiquement, pas dans le rêve, mais physiquement, je sentais que je mourais. Et c'est là que j'essayais de parler, mais je n'arrivais pas. J'ai pu dire Jésus. C'est là maintenant que je me suis sentie bien. J'ai pu ouvrir la bouche. Et j'ai dit à Eunice, Eunice va appeler maman. Elle est venue, elle a prié. Et c'était le troisième rêve qui vraiment confirmait que on cherche ta mort. Ma question pour maman, c'est comment tu as vécu ça en général? En général, Tu te sentais forte pour Eri Oui, je me sentais fort pour elle et je disais au Seigneur, en tout cas, Okoyo qui s'abisso sonité. Donc, tu ne permettras pas que nous soyons dans la honte ni dans la confusion. Il y a un passage qui me vient qui dit, Seigneur, je saurai que tu m'aimes si tu ne permets pas que mes ennemis triomphent sur moi. Seigneur, tu ne permettras pas que les gens se moquent de nous ou bien qu'ils disent des mauvaises choses sur nous. Tu vas nous donner la victoire. J'étais confiante aussi avec la parole qui est sortie de mon mari, qu'il a reçue, qui a dit ça. Et est-ce que tu avais finalement eu la notice de la neurologue pour rentrer en classe, la permission? Parce que la neurologue, là, maintenant, quand on est rentré... sur ma parole. Ce soir-là, la neurologue, quand on est rentré, je lui ai fait un message, docteur Awa, on est revenu et Eri a repris les cours. Elle me dira, mais maman, vous devez passer pour qu'elle continue ses médicaments. Alors j'écris encore, j'ai dit, docteur Awa, il n'y a plus de problème de prendre les médicaments, elle va bien, elle va très bien. Quelques jours après, madame, quand est-ce que vous allez passer? Depuis que vous êtes venue, vous n'êtes plus passé pour que docteur Awa. Ma fille a été guérie, le Seigneur l'a guérie. Ma fille, le Seigneur l'a guérie. Donc elle n'a plus besoin de prendre tes médicaments, merci beaucoup. Donc Eri elle a soutenu un combat, parce que c'était quand même des combats donc de taille. Et avec honneur, elle a combattu pour sa famille et pour son église, oui. Et en tout cas, le Seigneur ne nous a pas causé la honte. Le Seigneur s'est glorifié. Et dans sa fidélité, il a agi. Et Eri, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Tu peux donner 2 ou 3 choses que tu as appris? Cette expérience m'a fait découvrir une nouvelle facette de Dieu. J'ai découvert Dieu en tant que le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Je le connaissais sous les autres facettes, mais il m'a fait passer ces épreuves pour me faire comprendre que oui, je suis le Dieu qui bénit, qui garde, mais je suis aussi le Dieu qui guérit, le Dieu des situations compliquées. Moi, je les résous. Ça m'a appris à vraiment compter sur Dieu et surtout à garder cet entourage-là, être bien entouré, des gens qui sont capables de vous soutenir dans des moments difficiles. Donc, vous allez prier pour ceux qui passent par des moments difficiles. Je vais te demander, Eri, de prier pour eux et puis maman aussi va élever sa voix. Je ne sais pas quelle maladie tu as, toi qui me suis, je ne sais pas par quel moment tu es en train de traverser, mais moi je crois que le Dieu qui m'a fait sortir de cette maladie où les docteurs disaient carrément que la vie de l'enfant est bousillée. C'était une maladie méchante. Je crois que ce Dieu peut le faire aussi pour toi. Alors on va prier. Je déclare la guérison, que
tu découvres Dieu sous cette facette du Dieu qui guérit, le Amen. Dieu qui fait sortir des situations compliquées, Amen. le Dieu qui change les diagnostics des médecins. Amen. Là où les médecins disent que c'est fini, tu es mort, il n'y a plus d'espoir, tu dois faire ceci, que Dieu vienne confondre ce diagnostic-là Amen. et donner une guérison au nom de Jésus. Amen. Au nom de Dieu Jésus. est vivant et il entend les prières. Amen. 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 Je veux prier pour une maman qui a soit son enfant, un membre de sa famille qui est malade, confronté par une situation qui peut ne pas être une maladie ou une situation compliquée. Et je prie le Dieu de notre victoire et de notre salut, toi qui nous as dit de venir à toi, nous tous qui sommes fatigués et chargés, et c'est toi qui nous donnes le repos. Oui, nous avons trouvé le repos dans la situation de notre fille Eri. Et maintenant, je prie pour un parent, une maman, un enfant, une personne qui passe dans une situation compliquée. Tu es celui qui vient donner le repos. Dans ta fidélité, tu es celui qui écoute la prière et tu exauces. Seigneur, ta parole nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci parce que tu guéris quelqu'un qui suit, Seigneur, qui suivra cette vidéo, que tu étends ta main et tu touches de la personne et tu le fais sortir de cette maladie. Merci parce que toi, tu as pris nos maladies, tu as pris nos infirmités. Merci parce que tu guéris encore aujourd'hui. Ce que tu as fait autrefois sur Eri, tu es capable de le faire sur quelqu'un qui attend la guérison de cette maladie qui le dérange. Merci parce que tu le fais. Je proclame la guérison maintenant dans les corps de ceux-là qui nous écoutent, qui nous entendent, au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Donc restez connectés pour plus et j'espère que ce témoignage va en tout cas vous bénir. N'hésitez pas de commenter et de vous abonner. Everybody, taste and see the victory my God has given me. Thank you for loving me. For every trial you brought me through. Thank you for saving me. Now I can shout glory to my everlasting